Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs d'Ivoire TV.net, bonjour. Vous êtes à Un livre, ça se lit, notre émission littéraire. Et aujourd'hui, nous avons réussi à dénicher pour vous, pour votre plaisir, des forêts des lettres ivoiriennes, une très belle plume que nous allons avec vous découvrir. Nous allons ici donner l'occasion à l'auteur de se dire et se dédire comme la plupart des auteurs qui sont passés ici. Entretien. Félicité Annick Foumbé, bonjour. Bonjour Monsieur Oureka. Comment allez-vous? Ça peut aller, merci. Très bien. Alors donc, la quatrième de couverture de votre ouvrage dit que vous êtes une écrivaine d'origine ivoirienne et que vous êtes diplômée de l'UFR Langue, Littérature et Civilisation de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et qu'actuellement vous serez étudiante en réalisation cinéma. Vous êtes aussi analyste sur libreafrique.org et professeur d'anglais. C'est bien cela. Oui, mais il y a tout de même des informations à actualiser. Oui. Parce que ce qui concerne la réalisation cinématographique, j'ai validé mon diplôme. Oui. Donc là, je cherche maintenant des cadeaux pour m'affirmer en tant que cinéaste. Très bien. Alors, vous n'êtes pas à votre premier coup d'essai avec ce livre, cet ouvrage. Vous avez déjà édité Terrible Secret aux éditions Ney. Oui, c'était en 2003. Oui. Une très belle expérience d'ailleurs. Très bien. Ouais, parce que j'ai été initiée à la littérature et puis à Dora, c'était quand même un calibre assez important. Oui. Donc de l'art, on peut véritablement arpenter les autres canevas. Donc c'est ainsi que j'ai pensé le 13e apôtre par la suite. Et voilà, qui se comporte d'ailleurs très bien, j'en suis fière. Et la légende de Manlé. Oui. Et comme, on dirait jamais 203, oui. Je dirais jamais 304, oui. Je viens de faire publier un autre, Probokwala, chez Edilire, je ne sais pas si vous connaissez. Une maison d'édition française. Probokwala, Mémoire putride. Oui. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Oui, d'en parler, voilà. Absolument. Alors celui dont nous allons parler aujourd'hui, c'est votre livre La légende de Manlé, édité chez les éditions Balafon. Alors qu'est-ce que c'est la légende de Manlé? Je vois bien écrit un roman, mais en même temps c'est une légende. Pour ce qui est de la classification des genres, pensez-vous que ça devrait être appelé un roman? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que c'est écrit comme un roman, oui. Mais on précise déjà au lecteur que c'est une légende. C'est une légende. Donc ça veut dire que c'est quelque chose... Ça s'est sûrement passé, oui. Mais il y a tout un imaginaire à côté, oui. Donc il ne faut pas négliger quand même la substance. Très bien. Alors c'était un bel ouvrage de 177 pages, subdivisé en 14 parties, où on devrait-on les appeler des chapitres? Oui, des chapitres. Des chapitres, très bien. Alors faites-nous un succinct résumé, sans dire comment l'histoire se finit, parce que c'est le plus intéressant. D'accord. Oui. Voilà, en fait c'est l'histoire d'une jeune fille, princesse de l'Ouest montagneux. Oui. Et donc nous emmenons le lecteur à suivre un peu les événements qui ont précédé sa naissance, son adolescence, voilà, découvrir un peu son environnement familial, la royauté un peu en ce temps-là. Et puis voilà, comme vous avez dit, ne pas dévoiler le besoin. Oui, c'est ça. Elle a impacté véritablement l'histoire de ce peuple, parce que ceux qui vivent dans cette région, qui ont déjà fréquenté le site des cascades naturelles, incontournables d'ailleurs à Mans, savent un peu de quoi il s'agit. Parce que déjà, il y a un jour, le vendredi, il ne faut pas s'y rendre, c'est formellement interdit. C'est lié à Manlé, justement. À Manlé. Voilà. Donc il fallait quand même rendre hommage à cette jeune princesse disparue, parce que moi je trouve que c'est une grande quand même. Il faut lui tirer le chapeau. Très bien. Alors donc, cela part de son roi de père, qui a 3 épouses déjà, mais qui n'est pas satisfait parce qu'il ne fait que des garçons. Et lui, il veut à tout prix avoir une fille pour lui donner le nom de sa mère, c'est bien ça? Oui, c'est bien. C'est comme cela qu'il va épouser Collé, la mère de Manlé. Voilà. Là, il faut prononcer Collé. Comment? Il faut prononcer Collé, voilà. Okay. Donc, il va épouser Collé, la mère de Manlé, qui va lui donner la petite fille tant attendue. Voilà. En fait, c'est un habillage. Sinon, ça part du fait qu'effectivement, elle était fille unique de son père. Alors, comment introduire le fait qu'elle est fille unique? Il faut bien une trame assez intéressante et tout ça. Voilà, c'est pour ça que nous avons mis un peu en jeu les rivalités des co-épouses et tout. Tout à fait. Très bien. Et c'est bien réussi. Merci. Ce qui saute aux yeux dans votre livre, c'est que vous prônez en fait, si on se trompe, vous nous le direz, tout à fait. Mais nous avons le sentiment que vous prônez un retour aux valeurs socio-traditionnelles. On voit dans votre livre le respect du droit d'aînesse, le rôle des contes dans nos traditions,
les cérémonies d'initiation, le paiement des amendes quand on enfreint une loi de la communauté, et puis la chasteté. Oui, parce que j'ai eu la chance quand même d'être élevé un peu à la sève de la tradition. Je ne dirais pas à 100%, mais le peu qu'on m'a inculqué, j'ai vu comment ça m'a été vraiment utile. Parce que dans un monde qui se perd comme le nôtre aujourd'hui, il faut avoir des valeurs auxquelles se rattacher. Comme dirait l'autre, même si on ne sait pas où on va, savoir quand même d'où on vient. C'est très important. C'est cela que j'ai voulu mettre en exergue. On dit aux parents, il ne s'agit pas de faire des enfants, des prototypes renfermés sur leur culture, pas du tout ouverts sur l'extérieur, mais un savant alliage, savoir donner et puis recevoir un retour. Parce que la vie se nourrit d'échanges. Très bien. Alors à propos des contes, du rôle des contes dans la société traditionnelle, à la page 38, vous écrivez, au premier paragraphe, oui, page 38. Okay. Le roi a aussi coutume de rassembler les siens autour de lui pour les veiller autour du feu. Véritable salle de classe à ciel ouvert, les enfants y apprennent les préceptes de la vie à travers l'histoire de leurs aïeux, contée par le griot, ou les nombreux contes des adultes en présence. Ils ont ici appris que l'araignée est l'être le plus bête, le plus fou de la terre, toujours aux prises avec le lièvre qui lui demeure le plus rusé des animaux de la création. Des contes se dégagent toujours une leçon de morale pour la vie de tous les jours. C'est ce que vous avez écrit. Pensez-vous que les contes peuvent encore faire quelque chose pour ces sociétés en pleine décadence? Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a un certain courant, je ne sais pas, qui vise à créer pour créer. Oui. C'est pas forcément de cela qu'on a besoin. Souvent, on avertit les enfants avec des prototypes de violence aveugle et tout ça, alors que les contes ont leur place, parce qu'il y a toujours une moralité à la fin. Et ça permet à l'enfant, tout en s'égayant, de retenir quand même la leçon de vie et puis de l'appliquer. Forcément. C'est pas forcément le même jour, mais ça peut lui servir dans 5 ans, 10 ans, un peu plus tard. Bien sûr. Très bien. Alors, votre livre, vous dites, si vous allez à Mans actuellement, tout ça, ça veut dire que c'est vraiment une histoire pour le peuple d'An. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, parlons un peu de la société d'An. On note dans votre livre qu'elle a quelques proximités avec les Malinqués. Oui. On trouve la présence du griot, on trouve la circoncision, mais aussi l'excision, on va y revenir. On trouve aussi l'existence des matrones qui veillent au grain, n'est-ce pas, le jour de la nuit nuptiale, là, pour ainsi dire, où elles veillent pour pouvoir prendre le témoignage de la virginité de la jeune mariée. Mais ça, c'est propre à la culture malinké, ça. Bon, il y a eu des échanges avec, au gré des migrations des peuples, parce que les dents n'ont pas toujours été à Mans. Tous les peuples ont connu des migrations. Et d'ailleurs, il y a des alliances qui subsistent avec les Malinqués, notamment si on prend l'Europe sénophone, il y a une alliance avec les Dents, même, il y a une alliance même, je crois, avec le peuple de Guinée. Donc c'est des choses assez importantes. Ça devait peut-être à l'origine exister, mais au gré des échanges, ça a pris certaines colorations et tout ça. Très bien. C'est comme ça qu'on retrouve le roi Louti introduit les chevaux. Oui, tout à fait. Il a introduit les chevaux dans son royaume. Voilà. Aujourd'hui, le peuple d'An n'a plus... Bon, le peuple d'An a malheureusement perdu la royauté et tout ça. Aujourd'hui, on parle surtout de chef de terre et tout. Et certains m'ont même reproché d'avoir introduit la notion de royauté. Je dis, mais moi, je me souviens des contes qui ont bercé mon enfance, on parlait de roi. On ne peut pas inventer, parce que quand même, c'est, je dirais, les faits passés que nos parents veulent nous transmettre. Donc ça m'étonnerait qu'ils aient juste à inventer, juste pour rehausser leur culture. Je ne crois pas, parce qu'il y a une certaine sincérité qui est rattachée quand même aux valeurs traditionnelles. Très bien. Alors vous dites aussi quelque part, on vous a surpris en train de dire que ce peuple d'An-là aurait un lien avec l'autre peuple d'An de la Bible. Oui, la tribu de Dan, voilà, c'est ça. Exactement, parce que j'ai lu un ouvrage... C'est une théorie qui est assez partagée quand même par les natifs de la région. J'ai lu un ouvrage, c'est le nom de l'auteur qui m'échappe un peu. Le patronyme, je crois, c'était Dion. J'ai lu et il a essayé de développer un peu. Il y a un argumentaire sur lequel les Dents seraient originaires de l'ancien Israël. Voilà, et donc, déjà le nom déjà de Dents, et quand on parcourt un peu partout, quand on voit les Dents quelque part, ça se rattache un peu à une migration. Et donc j'ai dit, bon, c'est pas mal comme théorie. Pourquoi ne pas s'appuyer là-dessus? Ça peut être vrai, parce qu'il a réussi à ressortir certains vocables qui ressemblent à des thèmes usités en Israël, machin, tout ça. J'ai trouvé que c'était intéressant. Ouais, c'était intéressant. Seulement, le creuset racial, il y a comme un gouffre entre vous, les Dents de Mans,
Et ceux dont parle la Bible qui étaient quand même d'une race vraiment trop loin de la vôtre. Bon, on peut le dire ainsi, mais il s'est écoulé des millénaires quand même. Oui, quand même. Voilà, il faut comprendre ça. D'accord. La place de la femme dans la société, parce que votre livre, c'est écrit dans le contexte d'un royaume, avec un roi. Mais le plat de résistance, c'est pas le roi. Ce sont plutôt ses épouses, c'est la reine-mère, c'est même la petite Manlé qui très rapidement devient l'héroïne. Le roi est un peu effacé. Dans la culture Dan, quelle est la place de la femme? Voilà, la femme Dan. D'accord. Bon, comme dans toute société traditionnelle africaine, la femme est forcément soumise à l'autorité de l'homme. Mais comme j'ai essayé de développer dans le livre, quand la polygamie s'installe, parfois le rapport est un peu faussé. Oui. L'homme se retrouve en définitive, je dirais, à jouer le second rôle. Parce que les épouses vont tout faire pour prendre le pouvoir en griffe. Et puis voilà, le mari. C'est vrai, il affirme son autorité, mais bon, c'est un peu dévoyé, quoi. Au point même où quand sa fille Manlé naît, le roi est obligé de faire le pied de grue pour voir sa propre fille. Oui, ça c'est normal. Dans toutes les traditions africaines, c'est normal parce que la case, maintenant la case de l'accouchement, c'est sacré, ça va tout ce qui entoure le mystère de la vie, tout ça. Donc il faut quand même prendre certaines dispositions avant quand même que le roi entre. Parce que c'est une affaire de femme avant tout, l'accouchement. Ah oui, d'accord. Alors, on va parler un peu de l'obscurantisme parce que vous y avez dédié un livre, Obscurantisme en Afrique, ça c'est sorti en 2009 chez l'Harmattan. Oui. Alors quand on lit votre livre, il est rempli des histoires de sorcellerie, de superstition, de spiritisme. Alors, question. Lequel des livres? Celui-ci. D'accord. Celui-ci. D'accord. Oui. Déjà, parce que l'autre nous ne l'avons pas lu, mais nous faisons un lien, parce que là, vous avez déjà écrit un livre sur l'obscurantisme, on vous retrouve encore avec plein d'histoires de sorcellerie. On vous surprend en train de faire un compte rendu de réunion, de confrérie de sorciers. Alors, on se dit, est-ce que c'est une croisade? Est-ce que c'est une fascination pour la sorcellerie? C'est pas une croisade, c'est pas une fascination. Mais est-ce que l'Afrique peut se définir sans la sorcellerie? Je vous retourne la question. Non, pas vraiment. Voilà, donc parler d'une histoire qui de surcroît se déroule dans un milieu traditionnel et puis occulter la sorcellerie, je crois que c'est un peu marcher avec un bandeau sur les yeux. Ouais. Voilà, donc il fallait rétablir un peu les choses dans un certain contexte et c'est cela. Et quand on dit sorcellerie en Afrique, je crois que nos parents sont d'accord pour faire le distinguo entre des pratiques qui visent à nuire pour nuire et puis des pratiques quand même qui visent à avoir une certaine degré d'élévation dans la société par rapport aux réalités et tout. Voilà, c'est un peu ce que nous avons voulu dire. Très bien. Alors vous allez lire ce que vous avez écrit vous-même à la page 117 de votre livre. 117. Oui, le dernier paragraphe. Ok. Dernier paragraphe. Là, le soir, après un dîner copieux, tout le monde est rassemblé pour la veiller autour du feu. On discute de choses et d'autres, puis Cole et sa mère remettent sur le tapis le débat précédent à propos de la sorcellerie des commérages. Les avis sont partagés. Le père de Cole trouve qu'on devrait simplement brûler tous les sorciers de la terre. Cela ferait un fameux débarras. On pourrait s'arrêter là. Okay. Commentaire. En fait, ce paragraphe, c'est tout un pan du livre qui essaie de mettre en jeu la sorcellerie et les commérages. Vous avez parlé de la sorcellerie, c'est pour montrer un peu que c'est vrai, c'est un fléau néfaste, mais comme j'ai dit, il faut faire un distinguo entre la sorcellerie négative, nuit pour nuit, et puis ce qui vise à s'élever un peu par rapport au commun des mortels et tout ça. Maintenant, les commérages, voilà. On n'a pas besoin d'être sorcier pour faire des commérages. Non, pas du tout. Voilà. Et pourtant, on apprend ici que les commérages peuvent casser toute une société, une famille et tout. Alors la question à poser, qu'est-ce qui est vraiment nocif, la sorcellerie et les commérages? Les sorciers se cachent parce que ils sont conscients que ce qu'ils font, il y a quand même un certain interdit qui entoure cela. Mais on peut faire des commérages en plein jour, et puis ça va aller de fil en aiguille. Et puis gravement. Voilà, gravement. Même à l'échelle nationale, ça peut faire beaucoup de choses. On peut entacher gravement la réputation de quelqu'un. Voilà. On peut réduire à néant, tout au lot d'individus. C'est ce qu'on voulait un peu faire ressortir. Et là, vous voyez encore que par le biais des contes, on n'est plus que cela aux enfants. Donc l'enfant qui a retenu cela, je pense qu'il va se garder de médire des autres. Voilà. Très bien.
Et là, on vous retrouve à la page 98. Vous parlez, pour rester vraiment de plein pied dans la tradition, vous parlez du mythe, moi j'appelle cela comme cela, le mythe des jumeaux. Un tas de choses qu'on raconte sur les jumeaux. Tout à fait. Vous dites, je vous le cite là, d'ordinaire, on tue rarement les reptiles à cause des jumeaux de la reine Sati. C'est bien prononcé? Oui, c'est bien prononcé. Ok. Et des autres jumeaux du village. Il se raconte en effet qu'il existerait un lien mystique entre les jumeaux et les serpents que ces derniers visitent à l'occasion. Ça, je l'ai appris quand j'étais encore adolescente à moi. Et j'ai eu l'occasion de vivre aussi dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire. J'ai appris un peu la même chose. Il y a un lien entre les jumeaux et les serpents. Il y a même, au-delà du lien, il y a même une fascination. Parce que j'ai vu une famille comme ça qui m'a dit, à l'occasion, le jumeau mort, il vient sous la forme corporelle d'un serpent pour visiter le frère qui est là. Et qu'on doit se garder de nuire à cet animal-là, au risque, voilà, comment on fait ça, précipiter le départ du frère qui est encore en vie. C'est pas seulement chez les Dents, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, je crois qu'un peu partout en Afrique, il y a des histoires comme ça. Comme ça autour des jumeaux. Voilà. Très bien. Alors, on va toujours se glisser un peu pour parler des pygmées. À la page 94 et ailleurs, vous parlez des pygmées. La dernière interjection là. Certains pygmées très méchants se mêlent au jeu des enfants à la nuit tombée pour les entraîner dans la brousse et leur faire du mal. On nous a appris que les pygmées vivent en Afrique centrale. Très bonne question. Il faut faire le distinguo entre les pygmées de l'Afrique centrale, puis ces créatures mythiques ou mystiques, maléfiques, qui sont dépeintes ici dans le livre. Voilà. J'ai emprunté le vocable que moi j'ai eu coutume d'entendre les gens employer, les appeler voilà, des pygmées. Voilà. Peut-être c'est à cause de leur apparence très petite qu'on leur attribue ce... Voilà. Certainement. Donc ça n'a rien à voir avec les pygmées. Non. D'accord. Alors, Félicité, on va maintenant tendre vers la fin de votre livre. Ce roi qui désirait tant cette fille, il a eu. Et puis il va se retrouver dans une situation délicate. Son royaume est en péril. Une grave sécheresse frappe son royaume. Et les mânes vont lui demander de sacrifier qui? Son unique fille, Manlé. Malheureusement. J'ai une amie qui m'a dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais c'est pas moi, c'est l'histoire. Non, on s'est attaché à Manlé et puis à la fin, j'ai dit, mais c'est pas moi, c'est l'histoire. Et justement, il fallait dépeindre les événements, je dirais, de cette manière-là, pour faire comprendre l'importance de ce sacrifice, de cette vie sacrifiée. Parce que ça peut paraître banal, bon, une fille qui a été sacrifiée par son père, mais quand on dépeint un peu tout ce qui s'est passé autour, je crois qu'on est ému, puis on est emmené à respecter un peu cette personne. Elle devait être dans les 16-18 ans. Oui, 18 ans certainement. 18 ans. En général, c'est l'âge, 18 ans. Elle avait commencé à aimer. Oui, elle avait commencé à aimer. On assassine son bien-aimé. Voilà. Et puis quelques heures après. On est à la même fin aussi. Encore plus tragique. Oui. Encore plus tragique. Non, mais Félicité, comme vous avez réussi le pari de nous faire avaler un récit si horrible, c'est vous qui allez le lire. Non, je vous en prie. À la page 166. Son père réussit à l'entraîner dans un piège. Et puis, le dernier paragraphe dit, à la page 166, à l'intérieur de sa tombe, la victime pousse des cris démentiels, le visage ravagé de larmes et de morve. Elle s'arrache les cheveux dans son désespoir. Les notables ont détourné les yeux de la scène macabre. Les gardes se sont massés beaucoup plus loin. Le ravin est très vite comblé. La terre engloutie dans ses entrailles craquelées. Les derniers cris de la pauvre Manlé. La terre est proprement tassée au-dessus de la tombe. C'est la fin. Le sacrifice est terminé. À l'intérieur de la case, Manlé mourra d'asphyxie et de chagrin. Waouh! Quelle horreur! Vous allez effrayer nos lecteurs. C'est pourtant écrit. C'est malheureusement la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. J'ai été traumatisée quand même par le récit de la mort de cette jeune fille durant toute mon adolescence. Parce que le fait de savoir qu'elle a été emmurée, pour moi, c'était vraiment horrible. Donc en écrivant, en essayant de retranscrire un peu la légende, j'ai essayé de me projeter quand même dans cette atmosphère. Mais comment ça se serait passé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment émouvoir? Et voilà, c'est ce que j'ai pu me peindre comme ça. Alors tous les grands hommes
doivent-ils toujours sacrifier ce qu'ils ont de plus cher? On a vu avec la reine Ablapoukou, ici c'est l'histoire du peuple Dan avec le roi Louti qui sacrifie sa fille Marley, mais même dans la Bible aussi. Dans la Bible, d'abord on dit que Dieu a sacrifié son fils Jésus-Christ pour le besoin du salut de l'humanité. Abraham était à 2 doigts de sacrifier le sien. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que vous avez pensé à toutes ces histoires? Oui, tout à fait, forcément. Ça m'a un peu... La similitude des faits m'a un peu frappée. Hein. Ben, la vie est faite de sacrifices. Hein. La vie est faite de sacrifices. Est-ce qu'on fait toujours le bon choix? Est-ce qu'on fait toujours le bon sacrifice? C'est la question à poser. Sinon, chacun à son niveau doit forcément opérer le sacrifice. Il y a des gens qui veulent, par exemple, épouser une personne qui leur plaît, qui ne plaît pas à toute la famille. À un moment donné, il y a une décision à prendre. Voilà. Et souvent aussi, c'est pour travailler. On doit s'éloigner soit de sa famille. En fait, la vie est faite de sacrifices et de compromis. Et quand on est, je dirais, on occupe des responsabilités importantes, cette situation devient encore, je dirais, plus grave, quoi. Voilà. Très bien. Alors pour dire qu'à l'époque, les gens croyaient vraiment en ces choses et leur vie était un peu régentée par cela. Quelques heures après le sacrifice donc, du roi, le fait d'avoir donné sa fille en sacrifice, les pluies, une pluie torrentielle s'abat sur le royaume. Comme pour dire que... L'exaucement. Voilà, il y a eu l'exaucement. Donc vous croyez vraiment que, franchement, quand on respecte ces us et coutumes, il y a des bénéfices immédiats? Mais forcément, forcément. Je ne dirais pas que moi je suis féru de tout ce qu'il y a comme pratique occulte, traditionnelle et machin, mais ce sont quand même des garde-fous de nos sociétés. Hein. Je crois qu'il y a quand même des conséquences. Conséquences, ça peut être avantage comme inconvénient à les respecter. C'est ce que moi je pense. Très bien. Alors féliciter, ce qu'on apprécie chez vous, c'est le style. Merci beaucoup. Votre style, merci. Vous avez très bien écrit ce livre. Merci. On a même l'impression que vous avez poli chaque phrase. Merci. C'est le cas? Oui, comme je vous l'ai dit, à l'origine c'était dans l'optique d'un concours littéraire organisé par l'édition du terroir des Oris en France, l'édition TDO en agrégé. Donc il fallait mettre en avant le terroir d'An, mais il fallait choisir les mots, il fallait choisir les tournures. Voilà, comment présenter un terroir de l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire à des Français qui peut-être n'ont jamais foulé même l'aéroport de Houphouët-Boigny. C'était un peu dans cette optique. C'était l'Ivoirienne qui donnait un peu quand même entre griffes de coups des Français à des Français. Voilà, donc c'est un peu. Et là, vous l'avez réussi. Merci. Franchement, merci. Le livre est vraiment un bijou. Merci. Nous l'avons apprécié. Rarement nous avons lu des livres de telle beauté. Merci. On a lu des Regina Yaou, très bien écrit. Parfois, vous connaissez certains de ses ouvrages, mais alors celui-ci, comparaison n'est pas raison, il est vraiment beau. Merci. Et vous avez choisi d'écrire au présent? Oui, parce que je pense que la plupart de mes écrits sont au présent. Hein. Ah bon? Oui, ça rend le récit plus vivant. Ouais. C'est avec le 13e apôtre que j'ai expérimenté cela. Ouais. Je me suis rendu compte que c'était vraiment merveilleux. Ouais. Parce que le lecteur, ça renforce l'impression de ce que le scénario, si je puis dire cela, est en train de se dérouler. C'est ça. Voilà. Donc c'est plus accrocheur à mon sens. C'est pour ça que je préfère le présent. C'est bien réussi. Merci. Alors, Félicité Foumbé est une... apparemment, hein, vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Merci. Qui vous a fourni toutes ces informations qui relèvent vraiment de l'histoire du peuple Dan, donc c'est beaucoup plus loin que vous. Et vous avez réussi à mettre tous ces détails dans un livre. Bon, j'ai longuement vécu à Mans. Ah oui. Oui, parce que c'est ma région d'origine. Moi-même, je suis de Biancoma, c'est à quelques kilomètres plus loin. Oui. Mais j'ai longuement vécu à Mans. Et quand on dit le groupe Dan, c'est généralement les Yacouba, les Toura, les Mans, Biancoma. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Quand j'étais là, moi je suis curieuse de nature, hein. Donc mes oreilles traînaient un peu partout, mes yeux se promenaient un peu partout. J'ai engrangé beaucoup de souvenirs. Voilà, ça n'a pas été trop. Donc voilà comment vous avez collecté ces informations pour nous gratifier de ce très beau livre. Comment se comporte-t-il déjà? Ouais, j'ai des retours vraiment positifs. J'ai des retours positifs. Il y a rarement des lecteurs qui n'ont pas été touchés. Donc j'espère que mon livre vraiment va, je dirais, porter encore plus haut l'étendard du peuple Dan, parce qu'il s'agit d'intéresser les Ivoiriens et au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, le plus de monde possible à, comment on appelle ça, l'histoire de cette jeune femme emmurée par son père. Très bien. En tout cas, nous, pour ce qui nous concerne, nous vous remercions.
d'être venu jusqu'à nous, dans notre petite structure, mais qui voit grand. Parce que figurez-vous que vous serez sur le net. Ah oui, merci. Oui, c'est pas toutes les télés qui ont cette opportunité. Oui, tout à fait. Voilà. Donc on va vous dire merci d'être venu et puis à nos chers téléspectateurs, vous avez pu vous en rendre compte, ça a été un véritable délice de discuter avec Félicité, Annick Foumbé, une jeune auteure, mais qui a des dents longues comme cela, qui franchement a beaucoup d'avenir dans le milieu des écrivains ivoiriens. C'est tout un honneur de l'avoir parmi nous et nous espérons que vous allez apprécier son œuvre. C'est pourquoi nous vous recommandons vivement de vous rendre dans les librairies, parce que ce livre est déjà disponible dans la plupart des librairies pour vous en délecter. En attendant de nous retrouver pour une prochaine émission, pour un autre auteur, nous disons au revoir et à bientôt. Au revoir.